À l'occasion de la Journée internationale des professeurs de français le 23 novembre, découvrez En cours, le nouveau podcast pour les profs de français langue étrangère, produit par RFI en partenariat avec le Cavilam Alliance française. Je suis votre professeure Isabelle, donc enchantée, et je vais vous demander de vous présenter. Rendez-vous dans la rubrique Enseigner du site Le Français Facile avec RFI et sur les plateformes de podcast. Un podcast RFI. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports. Olivier Pro. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Bistrot, un café des sports plein comme une barrique ce vendredi. Un rapide retour sur un des chocs de la semaine, une projection vers ceux du week-end, les cartons, un coup de peigne et au lit. Alors on dit quoi? Que le Brésil, depuis que nous en avons parlé vendredi dernier, a fait pire. On s'en souvient. Mardi, 3e défaite de rang, 1-0 face à l'Argentine. La première à domicile en qualification de Coupe du Monde. Et du coup, une très inhabituelle 6e place dans cette poule unique. Doit-on s'inquiéter, Chérif Guémour, pour cette Seleção en perdition? Bonjour. Bonjour, alors peut-être pas pour les qualifications, mais pour l'état de la Seleção, si, il y a de quoi s'inquiéter. On est bien d'accord. Projection ensuite vers ce qui nous attend ce week-end, cette coutume. Reprise des championnats, donc, et en première ligue, deux affiches, l'incontournable Manchester City, Liverpool, évidemment, les Reds de nouveau au sommet, deuxième à 1 point, les Sky Blues peuvent-ils contrarier les Citizens avec un Haaland, peut-être pas à 100%. Rémi Ngono, bonjour, un avis sur cette affiche que vous allez regarder, évidemment? Bien sûr que Liverpool va se transformer en coq et peut-être City en poule. Ouais. À suivre. Nous irons ensuite en Allemagne, Rémi, pour parler du Bayer Leverkusen. Leader surprise et bien calé de Bundesliga. 10 victoires, 1 nul et 2 points de plus que le Bayern Munich. Le Bayer en déplacement au Werder ce samedi. L'Italie, enfin, un classique dimanche. Juve-Inter, mais c'est pas de celui-là dont nous allons parler. Dès demain, le Napoli 4e est à Bergame chez l'Atalanta. Son suivant immédiat, un match d'après pour les Napolitains, d'après l'éviction de Rudy Garcia. Il n'y a plus d'entraîneur français, on devrait le faire comme ça. Il n'y a plus d'entraîneur français sur les bancs que vous avez mentionnés. C'était un petit peu ce qu'on entendait à l'époque quand on appelait un faux numéro. Oui, parce que ce démissionnage de Garcia nous ramène à la triste réalité des techniciens français. Cette saison en particulier, où sont-ils ces techniciens? Nulle part dans les 4 championnats majeurs et même maintenant minoritaires en Ligue 1, 8 sur 18, 44% seulement, on calcule vite et bien. Pourquoi? Comment? Xavier Barret, bonjour, une idée? Ça c'est un sujet qui vous plaît. Oui, bonjour Olivier, salut à tous. Oui, il y a matière à dire et je pense qu'on aura de bons débats sur le sujet. Ce sera notre débat en deuxième partie d'émission, juste avant vos cartons, puis nos cartons. Puis notre week-end à tous, youpi. Alice, Ménard, Swell, Kedir, Yann, Bourdelat sont là. Pierre-Olivier Guérin surveille de là-bas au 4e. Peut-être même que la dame écoute, elle, de là-bas à Dakar. Il faut rentrer, là, maintenant. Il faut rentrer. Nous, en tout cas, on y va pour le Café des Sports. Oui, pas bien sûr qu'en ce moment on y danse la samba au Brésil. En tout cas, en ce qui concerne le football. Le pays du foot est celui de la loose en ce moment, soyons très très clairs. 3 défaites de rang, on l'a dit. 1 point sur les 4 derniers matchs. 6e sur 10 d'une poule qui enverra, on le dit assez souvent, c'est l'école des fans, 6 voire 7 sélections au Mondial 2026. Défaite 1-0 à domicile face à l'Argentine mardi soir. Match cata d'un bout à l'autre, d'un côté comme de l'autre. On ne revient pas sur ce qui s'est passé en tribune. On a eu l'occasion d'en parler mercredi soir. On avait aussi évoqué l'Argentine vendredi dernier dans cette même émission avec vous, Xavier, notamment. Non, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour le Brésil? Tiens, Chérif, l'homme qui est de passage, on va lui demander un premier avis. Oui, forcément, parce qu'en général, le Brésil réussissait plutôt pas mal ses qualifications. Là, c'est mal parti. Mais alors peut-être qu'il y a le matelas de confiance, comme on dit, qui fait que, bon, comme les 6 premiers partiront... Mais en fait, non, le mal est plus profond. Alors, on va mettre de côté l'absence de Neymar qui tient la Seleção depuis maintenant presque 10 ans, j'ai envie de dire.
Donc il n'était pas là, il est absent. Ça manque de créativité. Il y avait des joueurs comme Paqueta qui étaient a priori désigné pour organiser un peu tout ça. Il est un peu en deçà actuellement. Et je vais juste donner un exemple. Pendant très longtemps, on disait, vous savez, l'équipe du Brésil, c'est simple. Il y a des attaquants. Et dans les buts, on met n'importe qui. Et ça va le faire. Ils seront champions. Et là, c'est le contraire. Les attaquants, il y a Vinicius, évidemment. Mais Vinicius n'est pas encore en mesure de porter la sélection sur ses épaules. Surtout. Et le poste le plus fort, en fait, c'est les gardiens, qui ont un vrai statut international, qui sont titulaires dans des grands clubs. C'est Ederson et Alisson. Et un autre exemple, avant, le Brésil brillait par les grands latéraux, les défenseurs latéraux. Il n'y en a plus beaucoup, voire pas du tout. Oui, moi, je ne serais pas aussi sévère que Sheriff Guémour, parce que je me souviens qu'en 2002, pour la Coupe du Monde 2002, ils avaient eu du mal dans les qualifications. Ils terminent 4e et dernier qualifié de l'AM Sud dans cette zone. Et il y avait 4 places, 4e. Et ils sont champions du monde derrière. Donc, le Brésil a tellement de ressources qu'ils vont trouver une équipe, ils vont la reconstruire. Le problème, c'est qu'effectivement, ce qu'a dit Sheriff est vrai, Neymar est blessé, Vinicius en plus est blessé. Donc, il y a les cadres, Thiago Silva est trop vieux, Marquinhos s'est aussi blessé. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui encadrent cette équipe qui sont pas en état d'être compétitifs, ou qui le seront peut-être plus à l'avenir, donc il va falloir les remplacer. Il y a des ressources, on le sait, mais il faut aussi une vision, et il faut pour ça un sélectionneur qui soit installé dans la durée. Or, aujourd'hui, il faut rappeler une chose, c'est que l'actuel sélectionneur, Fernando Diniz, qui a quand même gagné la Libertadores avec Fluminense il y a quelques semaines, donc il n'est pas un tocard, mais il n'est pas confirmé dans ce rôle. Il est intérimaire, et on annonce toutes les semaines que Ancelotti va venir dans quelques mois. Et qui ne viendra peut-être pas. Et qui viendra peut-être pas. Donc c'est quand même une situation très compliquée à gérer parce qu'il n'y a pas de perspective à moyen terme. Avant d'enchaîner, et parce que mes oreilles bourdonnent dans cette liste longue comme le bras des gens qu'il fallait saluer, j'en ai oublié, mon camarade Frédéric Suto, notre camarade à tous, pardon Fred. Non, mais... Voilà, j'étais parti dans mes titres, mais vous êtes Bonjour là. Bonjour Olivier, l'œil rivé Bonjour, comment ça va sur le prompteur des auditeurs, des téléspectateurs. Le Brésil ne fait plus peur, Joël Bali. Los Angeles, la sélection brésilienne n'a pas de fond de jeu. Robson de Souza qui ironise un peu, le Brésil s'en démarre, c'est la Bolivie. Le problème du Brésil actuellement, ça c'est quoi Ménanan, il est en Côte d'Ivoire, c'est que les joueurs actuels sont des mannequins, des showman, mais pas des footballeurs. Rémi, c'est une question à laquelle vous pourrez tous répondre parce que ça trotte dans la tête quand même. Est-ce que ce Brésil, finalement, ne se remet pas ou tarde à se remettre du fiasco de la Coupe du Monde au Qatar? C'était il y a un an, sorti en quart de finale au tir au but, on s'en souvient, par les Croates, alors qu'ils avaient toutes les clés en main pour aller plus loin et qu'on les voyait bien plus beaux qu'ils ne l'ont été. On a l'impression, un Marquinhos qui avait notamment été en cause sur le dernier but croate, si mes souvenirs sont bons, et raté ensuite son tir au but, et d'autres, est-ce que finalement ça n'est pas encore dans les têtes? Est-ce que ça ne peut pas expliquer ce début de campagne raté pour 2026? Je vais d'abord vous prendre au rebond avec Xavier Barré, qui vous ramène un Brésil de 2002. C'est-à-dire, en ce temps, c'est le vide abyssal. Cela veut dire tout simplement que quand vous me ramenez à la dernière Coupe du Monde, moi je vous dis quand même, le Brésil organise sa propre Coupe du Monde. On se rappelle que ce Brésil-là prend une déculottée historique 7-1 en demi-finale. 7 buts à 1. Contre la C'est resté dans les têtes. C'est resté dans les têtes. Ça aussi, c'est resté dans les têtes. Sans Neymar déjà blessé, les vertèbres cassées, et match précédent. Le Brésil n'avait pas perdu un match à domicile depuis 1975. Et là, on a découvert que tout reposait finalement sur Neymar, qui a été absent. Mais en ce temps, on a vu que Neymar lui-même n'a plus cette possibilité de pouvoir être ce joueur qu'on croyait promoteur. Donc, pratiquement, il est en train de redevenir les Fabinho et consorts et tout ça. Il n'est pas ce joueur décisif. La preuve, c'est que lorsque vous voyez les Samba d'or ou bien le Ballon d'or, qui est le meilleur joueur actuellement? C'est Vinicius pour la première fois, qui devient le meilleur joueur brésilien. Et pendant ce temps, Neymar est derrière. Et puis, il y a Marquinhos. Donc aujourd'hui, ce Brésil dont toi tu me parles en 2002 avait une possibilité. C'est-à-dire, le Brésil a toujours eu un grand avancement pour gagner une compétition. Donc vous pouviez avoir les Bebeto, vous pouviez avoir ne serait-ce que Ronaldo, vous pouviez avoir ainsi de suite. Mais ce Brésil aujourd'hui a commencé à avoir des avancances comme Fred,
Fred, qui était à Lyon et qui n'avait marqué qu'un seul but. Aujourd'hui, quel grand avant-centre vous pouvez avoir dans le Brésil? Le Brésil a perdu sa flamme. Le Brésil ne produit plus du jeu. Le Brésil ne produit pas la samba, les étincelles. Et comme dit un proverbe africain, un bois trempé ne produit pas la flamme. Ce qui est bien avec Rémi... d'un lion mort, ça ne fait plus peur, nous dit Archiduc. Il ne faut pas s'y mettre aussi, Archiduc. On en a un déjà, c'est breveté. Ce qui est bien avec Rémi, c'est que je viens avec mes questions, il vient avec ses réponses. C'est le principe de l'émission. Dites-moi, on revient sur la question initiale qui peut trotter dans les têtes. On l'a évoqué aussi, la demi-finale catastrophique, le 7-1 en 2014. Mais ça fait 10 ans quand même. Oui, voilà. L'élimination l'année dernière, en revanche, ça c'est juste un an. L'élimination du mondial l'année dernière dans les conditions que l'on sait, on a l'impression depuis que ça tombe plus. Non, mais là ça joue au niveau des grandes compétitions. Il y a d'abord donc la demi-finale perdue en 2014 et ensuite ces 2 quarts de finale. C'est indigne du Brésil. Le Brésil. Je recontextualise quand même par rapport à l'année dernière au Qatar. On était dithyrambique après le 8e de finale contre la Corée du Sud. Oui, Corée du Sud. Et 4 buts marqués en 20 minutes, si je ne m'abuse. On était là-bas avec Cédric de Oliveira, je me souviens. Une affaire pliée. Et on se disait, waouh, cette première mi-temps, mais qu'est-ce qu'ils sont enchanteurs. Qu'est-ce que ça joue, c'est formidable. Ça chambrait un peu aussi. Il y avait une petite polémique. Et puis depuis, patatras. La Croatie, ils doivent gagner. Ils doivent gagner ce match. Oui. Bon, voilà, ils doivent. Ah non, mais Xavier, ils doivent gagner, mais le mondial d'avant, c'était la même chose. Il faut rappeler une chose, c'est que la Copa América, il y a 2 ans, 3 ans, parce qu'il y en a tous les ans. C'est l'Argentine. Non, oui, mais celle d'avant, c'est eux qui la gagnent aussi. D'accord. Voilà, ils perdent la suivante contre l'Argentine. Mais bon, le Brésil est toujours à peu près là. Et le Brésil, de toute façon, il doit toujours gagner. C'est peut-être le seul pays au monde où la seule place qu'acceptent les torcidas, les supporters, c'est la première. Comme les All Blacks. Voilà. Ils ne peuvent pas avoir une autre place. Donc forcément, dès qu'ils ne sont pas vainqueurs, c'est une déception, c'est une désillusion. Donc maintenant, voilà, là ils sont repartis sur un nouveau cycle parce qu'effectivement il y a des joueurs qui sont là depuis très longtemps. On a parlé de Neymar, Thiago Silva encore là, Marquinhos qui se blesse à chaque fois. Et c'est vrai qu'il y a peut-être eu, même s'il y a eu des changements de sélectionneurs, une forme de sclérose du groupe parce que c'était toujours ces tauliers qui étaient là, même si on disait bah ouais peut-être Thiago Silva il faut qu'il laisse la place. Non, il était toujours là. Donc, et laisse l'histoire des sélectionneurs parce que je vais te dire il y a des ressources. À Chelsea, c'est un entraîneur intérimaire qui est venu remporter la Ligue des Champions. Ça ne veut rien dire que parce que tu es intérimaire, donc tu ne te fais pas une projection. Même quand on a des contrats de 7-8 ans, on peut se... Depuis, on en parlera tout à l'heure de Chelsea. Depuis, ils ont collectionné les entraîneurs et pour des résultats plutôt calamiteux. Pour en revenir à la spécificité du Brésil. Oui, rapidement, parce qu'il va falloir... Oui, je suis d'accord avec Xavier, on attend toujours beaucoup du Brésil, comme les All Blacks en rugby. Ce qui s'est passé, le Brésil, c'est une longue évolution qui fait que les jeunes joueurs partent de plus en plus tôt et l'identité brésilienne, il y a une vraie identité de jeu. Brésil, le dribble, la fantaisie, avec une certaine rigueur tactique. Là, il reste, à mon avis, j'ai regardé un peu les dernières sélections, ils jouent tous en Europe, ils sont relativement partis tôt. Et des joueurs vraiment du championnat brésilien qui a baissé aussi. On va tous se mettre d'accord dessus, même si Fluminense a gagné la Libertadores. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a une dilution de l'identité de jeu, il y a la perte de l'identité. Et ça, c'est très important. Patrick Lagachette nous dit le problème du Brésil, c'est qu'ils ont voulu européaniser. Absolument, on est d'accord. Et c'est un débat qu'on a depuis l'année dernière. Absolument. Je me souviens que ça avait été abordé, cette question de ces jeunes Brésiliens qui partent tôt et de la perte d'identité de jeu du Brésil. On va s'arrêter là parce qu'on en a quand même parlé beaucoup depuis 8 jours. Juste un mot sur l'Argentine. Bon, voilà, on découvre depuis qu'il est champion du monde un Messi peut-être un peu moins sympathique et un peu moins... Voilà, mardi, il n'a pas été irréprochable. Mais surtout, ma question, elle n'a rien à voir avec Messi, mais je voulais glisser une petite méchanceté, c'est gratuit. L'entraîneur Scaloni serait sur le départ. En tout cas, on lui prête des intentions de partir. C'est lui qui l'a dit, qui a laissé planer le doute. Qu'on ne connaissait pas il y a 1 an et demi à peu près, et qui est devenu champion du monde presque, non pas par hasard, mais à sa grande surprise presque, parce qu'il avait pris cette équipe, mais il ne se voyait peut-être pas aussi beau. L'Argentine est en tête de ces éliminatoires, et pourtant, voilà, c'est l'usure psychologique. On essaye dans quelques secondes chacun. 5 ans. 5 ans qu'il est en poste. C'est en Argentine, le poste de sélectionneur, il y en a qui sont partis au bout de, je sais pas, au bout d'1 an et demi. Alors là, ça fait 5 ans, il a atteint ses objectifs, il le parle, et il y a aussi le caractère de l'homme.
qui a eu des périodes un peu dépressives dans sa vie, s'en est ouvert, donc voilà. Allez, on s'arrête là pour la zone âme sud. On va passer à nos affiches du week-end. You'll never walk alone. Che mostra lo stemma del Napoli. Les affiches du week-end, direction l'Angleterre, évidemment, pour commencer. Comment pourrait-il en être autrement, les enfants? Manchester City, Liverpool, c'est quand même un des matchs qu'on attend saison après saison, qui déçoit rarement. What a game! Klopp, Guardiola, le retour de la revanche. C'est vrai que l'année dernière, voire la saison d'avant, Liverpool y était peut-être un petit peu moins. Il n'y avait plus ce duel. Rémi, vous serez forcément là demain pour voir ce match-là. Ça n'est jamais anodin. C'est Salah contre Haaland. Il y a tellement d'étoiles et ça va tellement vite. Oui, non seulement je confirme que je vais regarder ça avec un appétit gargantuesque, mais surtout, je vais dire que non, à part la saison dernière. Un point d'écart, on le rappelle, entre les deux équipes au tiers du championnat. À part la saison dernière, où on voit que Liverpool avait tout lâché, mais on se rend compte que l'homme qui crée des problèmes à Guardiola, c'est bel et bien Klopp. Il faut savoir que sa première rencontre, d'ailleurs, contre Manchester City, il venait à peine d'arriver. Nous sommes justement en novembre. Eh bien, ça va se passer où? À l'Etihad, il va donner 3 buts à 1. Et depuis, il n'y a plus jamais gagné. Soyons honnêtes. C'était en novembre 2015 et c'est la dernière fois que Klopp est venu gagner à l'Etihad. Mais bon, oui, il n'en demeure pas moins qu'il avait gagné ce jour-là. Non, oui. Peut-être en Première Ligue, mais en Ligue des Champions. Mais en Ligue des Champions, même en Ligue des Champions, en Première Ligue, il y a Première Ligue depuis 2015. Mais en Ligue des Champions, il a gagné le quart de finale. Mais là, on parle de la Première Ligue. Et puis 3-0. Et puis je crois qu'en Première Ligue encore, là, il a dû faire... Bref, Jürgen Klopp réussit tout au moins à maîtriser le système Guardiola. Même si Guardiola a réussi à gagner, mais on sait quand même que les scores, parfois, c'est un grand spectacle avec les 4-3 comme on a pu voir. Donc aujourd'hui, je ne vois pas une différence comme la saison dernière. Parce que aujourd'hui, Liverpool, c'est à peu près comme, justement, on avait vu des saisons en 2019 où juste City va gagner avec 1 point d'écart et parce que c'était à la dernière minute avec le but de Gundogan. Donc aujourd'hui, je crois que lorsque je vois la formule de Klopp qui revient et qui revitalise ses joueurs parce que je les trouvais épuisés et poumonés, je crois que ça peut bien aller. Et d'ailleurs, je crois que le retour d'Alan n'est pas une très bonne nouvelle pour... Manchester City, parce que je crois que même quand Manchester City avait gagné Liverpool la saison dernière, Haaland n'était pas là. Et là, ça avait dépassé un peu Klopp. Avec Haaland, je crois que avec le retour aussi des centraux et une équipe bien au milieu de terrain, ce sera un peu difficile pour City. Erling Haaland qui est revenu touché à la cheville de son élimination avec la Norvège de toute compétition à venir. Touché lors d'un match amical. Oui, touché lors d'un match amical. Alors, il s'est entraîné hier. Un test devait être fait aujourd'hui. A priori, il pourrait être présent. Haaland, c'est 17 buts en 16 matchs depuis le début de saison, toutes compétitions confondues. En face, Salah, qui revient au top niveau. Après avoir failli partir cet été, il a résisté aux sirènes de l'Arabie Saoudite et au Pont d'Or qui va avec. Oui, voilà, 16 matchs, 12 buts pour Salah. Ce duel-là vaut son pesant de cacahuètes. Et c'est vrai que Salah, on en reparle beaucoup. Et avec un Haaland diminué, on se dit que ça peut peut-être... De toute façon, c'est la plus belle affiche du championnat d'Angleterre depuis plusieurs saisons maintenant. Quand Liverpool n'est pas plombé par les blessures, ce qui a été le cas la saison dernière. Oh, il y avait des Chelsea qui faisait le 3e larron quand même. Oui, mais... Il y a 2-3 saisons. Le face-à-face entre Guardiola et Klopp, c'est quand même les 2 entraîneurs qui sont en poste depuis le plus longtemps en Première Ligue. Ce sont 2 entraîneurs étrangers, un Espagnol, un Allemand, et ils sont en poste depuis 7 ans et 8 ans. Ce qui veut dire que leurs résultats, globalement, sont satisfaisants. Même si Liverpool a eu un raté, ils ne sont pas en Ligue des Champions cette saison. Il y a la possibilité pour Klopp, comme pour Guardiola à Manchester City, de s'installer dans la durée. Donc de faire venir des joueurs, de les recruter, de leur offrir des perspectives. Et le résultat, c'est que chaque fois qu'on voit ces matchs-là, on a un spectacle extraordinaire. Parce qu'on sait que ce sont les 2 meilleurs clubs d'Angleterre, pas seulement cette saison, mais depuis 5 ou 6 ans. Chérif Guémour.
Ce qui est intéressant avec ce Liverpool, cette saison, ils ont retrouvé l'impact physique qu'ils avaient, la verticalité, et c'est exactement ce que le Manchester City de Guardiola n'aime pas, c'est-à-dire se faire bousculer, ne pas contrôler entièrement le ballon. Et je pense que cette équipe de Liverpool peut poser des problèmes à Manchester City. De toute façon, c'est ce qu'on espère tous, parce que sinon, peut-être que Manchester City va encore s'envoler. Je ne dis pas qu'ils seront champions, ils sont quand même favoris, soyons honnêtes. Mais ce qu'on attend, c'est que le challenger redevienne le vrai challenger, c'est-à-dire le deuxième, mais susceptible de gagner. On attend tout ça, et une fois de plus, il y a un retour de Salah qui est absolument phénoménal. Diogo Jota aussi. Enfin, il y a vraiment de quoi embêter cette équipe. Qui redevient aussi sacrément intéressant dans son rôle, et ce qui n'était pas le cas la saison dernière. Donc on a un revival, un retour. Et même Matip. Même Matip, oui, bien sûr. On a pas la fibre camerounaise. Beaucoup de pronostics qui tombent, les supporters de Liverpool, surtout qui sont de sortie. Canyaloutis 3-1 en faveur de Liverpool, Glasgow, Liverpool va gagner 2-1. Henri-Joël Bongen, les Reds vont manger les Sky Blues 4-0, allez les Reds. Et puis Rez Niambi, lui nous dit simplement qu'il est à Brazza et qu'il adore l'émission. Bon, c'est sympa, alors on va le garder. Non, et puis alors, on va surtout expliquer aux autres, donner cette stat, Manchester City et l'Etihad, c'est quand même 23 victoires de rang, toutes compétitions confondues. 23 matchs qu'ils remportent chez eux. N'oubliez pas que justement toutes les séries doivent s'arrêter. Oui, et justement un petit proverbe à ce sujet. Quand ils étaient justement à 23, qui avait eu à mettre fin à cette série? C'était Liverpool. Eh ben voilà, mais pas proverbe donc. Juste quelques mots pour un autre match moins clinquant sur le papier, mais intéressant de par les propriétaires et les sous-sous mis dedans. Newcastle, Chelsea. C'est pas inintéressant, deux clubs où l'argent coule à flot, mais où celui du nord de l'Angleterre, des Magpies donc, semble mieux géré, mieux investi depuis 2-3 ans par rapport au panier percé des Blues. Olivier Moussa Diabaté, il n'est pas d'accord, Liverpool City, c'est Chelsea le meilleur club d'Angleterre. Donc ça on y arrive, c'est bien, il nous amène la transition. On va attendre un peu pour Chelsea. On va attendre un peu le retour. Oui, on va attendre un peu, parce qu'ils sont 10e. Alors ils ont fait un très bon match, rappelons-le, ils sont 10e, et même Newcastle, ça flambait l'année dernière, c'est 7e. Parce que Newcastle... Ça va éliminer le PSG en Ligue des Champions, non je plaisante. Pas sûr. Mais parce que pour l'instant c'est 7e. Newcastle cette saison doit effectivement mener de front la Ligue des Champions et le championnat, et c'est quelque chose dont ils n'ont pas l'habitude. Mais vous le disiez fort justement, Olivier, l'argent à Newcastle, l'argent des Saoudiens donc, il a été très bien investi. Oui, ça claque pas, c'est pas on n'est pas allé chercher des stars, on a pris les joueurs dont on avait besoin, on a pris un entraîneur anglais, Eddie Howe, qui avait travaillé avant beaucoup avec de joueurs des anglais clubs. aussi. Oui, beaucoup de joueurs anglo-saxons. Ouais. Et donc, ils ont fait un ensemble. Alors, c'est pas très sexy, Newcastle, franchement, avoir joué. Mais il y a quelques bons joueurs, notamment le petit Paraguayen Almiron. Et donc, c'est une équipe très cohérente. Chelsea, en revanche, il y a plein de bons joueurs, oui. Ils ont été recrutés à tour de bras par le nouveau propriétaire Todd Boehly, l'Américain. Et par contre, après, il faut faire une équipe avec ça. Et Pochettino, pour le moment, il a un peu de difficulté, même si son dernier match, j'avoue, contre Manchester City, c'était un régal. Ça finit à 4-4. Mais Chelsea retrouve l'efficacité offensive, effectivement. C'est Mehdi Cœur de Blanc qui nous dit ça. On a changé beaucoup d'entraîneurs pour faire référence à ce que vous disiez tout à l'heure. Alors certes, une fois, ça a marché pour gagner la Ligue des Champions 2012, si mes souvenirs sont bons. 2011, 2012 Di Matteo. Ligue des Champions 2012. 2012, c'est bien ça. C'est bien ce que j'avais en tête. Depuis, on change beaucoup d'entraîneurs, mais surtout ça a été 2021, il la gagne avec Tuchel. Il a regagné avec Tuchel, c'est vrai, qui venait d'arriver. Mais la valse des entraîneurs, elle marche pas toujours. Chelsea 10e à 10 longueurs de Tottenham, le 4e. Déjà, on rappelle que seule la Ligue des Champions est belle pour ces clubs-là. Oui, malheureusement, il faut aussi savoir que Chelsea, comme on dit, cette valse a permis de telle sorte qu'il y ait une certaine instabilité, sans pour autant oublier les problèmes politiques qui se sont ajoutés à ça par rapport à la guerre en Ukraine. Donc aujourd'hui, je crois aujourd'hui que Chelsea est en train de revenir d'une agonie. Et bien sûr, vous savez très bien, il y a un proverbe africain qui dit « La maladie vient au galop et s'en va au petit trot ». Ben voilà, c'est bien ça pour passer à autre chose. Ah, shérif, on va proverbe ? Non, juste un petit chiffre. On va rappeler quand même qu'en 18 mois, les recrutements de M. Boehly, c'est 1,2 milliard d'euros. 1,2 milliard d'euros.
Après ça, on va critiquer les Saoudiens. Ils ont combien de joueurs sous contrat ce tarif-là, ils en ont 57, 63, Ils en ont toujours eu 83. beaucoup, puisque Voilà. même la réglementation prêtent, depuis à l'Europe a évolué entière. pour freiner la possibilité de prêter des joueurs, puisque je crois que Chelsea, il y a 2 ans, était à 38 joueurs prêtés. Beaucoup plus. je 38 crois, joueurs ouais. prêtés. 5-6 minutes Officiellement. encore pour évoquer 2 autres affiches en Europe ce week-end. En Allemagne, le Bayer Leverkusen n'en finit plus de surprendre hein, en Bundesliga. 10 victoires, 1 nul, 2 points de plus que le Bayern. Là encore, on est au tiers du championnat, même dépassé. Qui l'avait vu venir? Xavier, bien sûr. Pas forcément. Maintenant, il faut reconnaître que la saison dernière, déjà, Xabi Alonso avait fait du bon travail Voilà. et qu'il a recruté intelligemment cet été. Il a pris par exemple le petit Grimaldo, l'arrière-gauche de Benfica. Révélation. Qui est un très très bon formé à la Masia, à Barcelone. À gauche. Et qui n'a pas su le garder, c'est dommage. Mais bon. Ensuite, il a récupéré Granit Xhaka, le milieu de terrain suisse d'Arsenal, capitaine de la sélection suisse, qui manque à Arsenal, effectivement, qui apporte beaucoup. Et puis surtout, il a récupéré aussi le petit Florian Wirtz, qui était blessé la saison dernière et qui a été absent presque toute la saison et qui est quand même un des grands espoirs du football allemand. Victor Boniface. Et Boniface devant. Victor Boniface, 15 matchs, 10 buts. Ouais, qui est un avant-centre puissant et qui complète bien ce groupe. Donc on a une équipe très cohérente qui ne joue pas la Ligue des Champions, mais seulement la Ligue Europa. Du coup, ça les libère pour le championnat. Et pour le moment, ils réussissent un quasi sans faute. Il ne faut pas oublier qu'ils ont fait match nul contre le Bayern en étant 2 fois menés et à chaque fois en revenant au score. Et côté africain, on rappelle le Burkinabé Edmond Tapsoba qu'on va retrouver à la CAN. 13 matchs, 1 but. Donc, un pilier de la défense, du leader de Bundesliga et le Marocain Amin Adli. 2 buts, 12 matchs joués, 2 buts. Mais enfin, voilà, ils sont là. Ils seront au Werder Bremen, qui est 12e ce samedi. On rappelle le palmarès du Bayer Leverkusen. Hein. Ça va être assez rapide. Une Coupe d'Allemagne en 93, une Ligue Europa, ça ne s'appelait pas ainsi. C'était la Coupe de l'UEFA en 1988. C'est le Riron de la Liga. Par contre, champion du monde de la malchance en 2002. Ils ont tout perdu, les pauvres. Ils pouvaient être champions. Vous avez vu, Rémi, ça le fait rire, le Guémour. Non, voilà, ils ont tout perdu avec le ricanement derrière. Non, parce que je les regarde. Aucun respect du supporter du Bayer Leverkusen, qui, comme chacun le sait, sont des millions dans le monde. Non, mais je les suis tous les week-ends et c'est une équipe qui m'enchante. Sincèrement, je regarde. Oui. Et comment dire, c'est beau, c'est cohérent. Chacun est à sa place. Et c'est marrant parce qu'on va reparler peut-être un peu de l'Allemagne. Autant je vois Wirtz qui est totalement épanoui à Leverkusen et totalement éteint avec la Mannschaft. Oui, tout le monde est éteint avec la Mannschaft. Ça c'est le côté un peu... Sauf contre l'équipe de France, Olivier. Oui, c'était une de leurs 3 victoires de la saison. Une de leurs 3 victoires de l'année 2023. Le Bayer Leverkusen, c'est un club très spécial puisque c'est le club de la firme pharmaceutique Bayer. C'est beau là-bas. Quand vous allez à Leverkusen, je me souviens d'un Bayer Leverkusen Paris Saint-Germain, vous ouvrez la fenêtre de votre chambre d'hôtel et là vous avez une ville-usine devant vous, il y a marqué Bayer. Et là, il y a des tubes, des fumées, des lumières, 24 heures sur 24. Absolument. Et comme tout autour, ça a été détruit pendant la guerre, ça a été tout reconstruit, pas avec le meilleur goût, hein, mais bon, les Allemands, ils en manquent parfois. C'est pour ça que la plupart des joueurs, d'ailleurs, habitent à Cologne ou à Düsseldorf, parce que Leverkusen, c'est un peu sinistre. Et d'ailleurs, le surnom de l'équipe, c'est le Werkelf, c'est le 11 de l'usine. Et donc, depuis plus de 20 ans maintenant, les différents dirigeants se sont occupés à essayer de donner une âme à cette équipe. Parce que c'était un peu... le stade est très sympa. Hein. Très chouette. La Bayer Arena, oui, ils l'ont complètement refait d'ailleurs. Et il n'est jamais gardé. Oui, alors ils ont essayé, tous ces dirigeants, d'amener de l'état d'esprit, un esprit d'équipe, un esprit club qui n'était pas vraiment là, puisque c'était le club de l'entreprise. Ils y ont petit à petit réussi. Et je pense que Xabi Alonso est en train de transmettre ça sur le terrain aujourd'hui. Parce que lui, qui a joué à Liverpool, qui a joué au Real Madrid, qui a joué dans des grands clubs, qui a été champion du monde et champion d'Europe avec la Roja espagnole, il arrive et vous voyez, quand vous voyez les résultats, ils sont allés chercher des scores nuls ou des victoires, 90+2, 90+4. Il leur transmet cet état d'esprit aujourd'hui sur le terrain. Et c'est pas par hasard, ça va peut-être faire plaisir à Rémi ou pas, mais que Xabi Alonso est sur la shortlist du Real pour remplacer Ancelotti. Sauf que je peux te dire que cette shortlist-là, c'est plutôt le Bayern qui vient de s'ajouter et on annonce déjà comme d'habitude pour déstabiliser les adversaires que Xabi Alonso sera plutôt du côté du Bayern Munich puisque Ancelotti est en passe de prolonger avec Real Madrid. Et comme Bayern de Munich a beaucoup d'argent, vous savez très bien la formule en Allemagne, une clé en or ouvre toutes les portes.
Ok, ça c'est pas un proverbe africain, il me déroute un peu. On n'était pas habitués, on s'y attendait pas. Mais enfin bon, on va aller quand même en Italie, voir le Napoli sur le pré ce week-end face à l'Atalanta. On l'a dit, match important pour rester parmi les 4 premiers, pour croire encore, pourquoi pas, à un 2e titre de rang. Ils sont champions en titre, pour passer définitivement surtout à l'après Garcia. Osimhen, on ne sait pas s'il sera là, mais il ne peut pas tout faire. On va voir si le problème c'était Garcia ou pas. Vous pensez que ça peut changer beaucoup de choses? Non, moi je pense que le problème de Naples, c'est d'avoir un Osimhen en forme et déjà capable de jouer parce qu'il est souvent blessé, et puis surtout d'avoir un Osimhen compétitif. 6 buts en 10 matchs seulement cette saison. Oui, et d'ailleurs, Rudy Garcia, qui le connaissait bien, avait bien compris qu'il fallait qu'il soit performant. Il l'a titillé. Bon, ça s'est pas très bien passé, mais bon. Naples, il y a 2 ans, sans Osimhen, c'était le même jeu, très séduisant, mais ça marquait pas. La saison dernière, Osimhen a été formidable. Ils ont été champions. C'est passé. Mais donc, je t'avais dit, toi, Zahir, je pense que quand il faut labourer, écorner José Mourinho et d'autres entraîneurs, eh bien, tu trouves que c'est à eux la faute. Mais quand il s'agit de Garcia, oh non, vous savez Osimhen, vous savez que... Mais non, ce Naples était épatant l'année dernière, était performant. Oui. Et je t'ai dit que Rudy Garcia allait partir, parce que c'est comme ça. Rudy Garcia, moi, je l'ai trouvé bon uniquement quand il était à Lille. Et depuis qu'il est parti, je trouve toujours la première saison à la Roma, les 2 premières à la Roma, non, avec Rudy Garcia, je t'avais dit qu'il ne finit pas la saison. Vous l'avez dit. J'ai gagné. Et je t'ajoute. Vu comment les entraîneurs sont virés, tu prenais pas un gros risque. Chaque fois qu'il gagne un truc, il peut dire j'ai gagné. Ça lui est pas arrivé depuis combien de temps? Je vais te donner un proverbe africain. Oh là, c'est le dernier. Avec les cons, plus on vieillit, plus les défauts rajeunissent. Moi, je vais y réfléchir plus tard à celui-là. Un tout petit mot, shérif. Non, mais la thématique était bien lancée. On va se rendre compte ce dimanche si l'état du Napoli cette année est dû à l'entraîneur ou aux joueurs. Moi, j'ai vu le début de saison du Napoli. Quand l'équipe était au complète, c'était moins bon que l'année dernière, moins efficace. Osimhen était là, il a raté des pénaltys. Kvaratskhelia n'a pas été extraordinaire. Donc, Garcia a sa part de responsabilité, mais c'est aussi un peu aux joueurs de se remettre en cause. Et ça, on le verra tout au long de la saison. On vient de parler de Rudy Garcia, ça nous amène au sujet suivant. On va faire en sorte qu'Alice Ménard s'inquiète pas trop, parce qu'elle voit la pendule tourner, elle se dit, tiens, alors on y va. On y va. Allez, c'est parti. Hop, bien posé. Hop, et on accélère. Hop, là. Ouais. Des consignes d'entraîneurs en français, voilà bien quelque chose qu'on n'entend plus beaucoup, y compris sur les pelouses de Ligue 1. Nous disions donc que Rudy Garcia avait été écarté du Napoli. Ce pourrait être anecdotique si ce n'était pas qu'il était le seul technicien français en place dans les 4 grands championnats. J'exclus volontairement la Ligue 1, d'abord parce qu'on peut se demander si elle est un grand championnat, mais c'est surtout que même en Ligue 1, on va y revenir. Mais voilà, en Angleterre, en Italie, en Espagne, et puis Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne. Elle est là, Alice. Il n'y en a pas un. Et même en Ligue 1 française, jusqu'à l'année dernière, il y en avait entre 14 et 16 à peu près. Alors, vous me direz, on est descendu de 20 à 18 clubs. Oui, mais là, on est passé de 14 encore l'année dernière à 8 entraîneurs français. C'est même pas 1 sur 2. Et quand on regarde les clubs parmi les premières places, alors c'est vrai, les gros budgets et souvent... voilà, Luis Enrique au PSG et compagnie, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas un. C'était Galtier la saison dernière au PSG. Mais je crois que le problème, il est lié à l'histoire récente du football international. 1998, la France gagne la Coupe du Monde, puis dans la foulée l'Euro 2000, et à ce moment-là, l'entraîneur français est très à la mode. Tous les clubs veulent avoir des entraîneurs français. Et puis on a eu des résultats. On se souvient de Wenger à Arsenal, de Gérard Rouillet à Liverpool, Denwex à la Real Sociedad, Tigana à Fulham. Et les entraîneurs français sont arrivés avec un savoir-faire, une méthode d'entraînement, une méthode pour notamment formater les clubs. Ouillet à Liverpool. Ouillet à Liverpool, bien sûr. Et ils ont apporté beaucoup, notamment lorsqu'il a fallu construire des centres d'entraînement, lorsqu'il a fallu mettre tout ça en place à Arsenal, à Fulham, à Liverpool et dans d'autres clubs. Les entraîneurs français ont su faire. Et puis après, il y a eu les Espagnols qui ont gagné
2 euros et une Coupe du Monde, l'Allemagne en 2014. Donc, ce sont d'autres entraîneurs qui sont devenus plus à la mode. Et donc, aujourd'hui, en Première Ligue, vous trouvez Klopp, vous trouvez Tuchel, enfin, il n'y est plus, mais vous trouvez des entraîneurs allemands, vous trouvez même des entraîneurs espagnols. Il y a eu Benitez. C'est ce qui n'était pas forcément une évidence. Il y a eu la mode des entraîneurs. Et aujourd'hui, l'entraîneur français est moins coté en Ligue 1, on a quand par le même passé. 3 entraîneurs italiens, 2 espagnols, un autrichien, un belge, un portugais, un roumain, un slovène. Et le belge est le plus jeune de tous ces championnats, 31 ans, Will Steele, l'entraîneur de cet immense mais il club a pris pris le Stade de Reims, bien sûr. Juste, il y en a un que je n'avais pas cité sciemment. Alors évidemment, derrière, notre John Ford à nous, Swell Kedir, était là à me dire « mais t'as oublié Zidane, t'as oublié Zidane !» Zidane, évidemment, mais on allait y venir. Et je me tourne vers Rémi. Est-ce que Zinedine Zidane, résultat exceptionnel avec le Real, on en croirait presque qu'il était espagnol et madrilène. Non, il est français. Est-ce que ça n'était pas l'arbre qui cachait la forêt? On avait Zidane qui ramenait des Ligues des Champions. Ah, quel entraîneur français. Particulier le cas Zidane, mais il ne vous aura pas échappé, vous non plus. D'abord, pour rappeler à Xavier Barré que c'est pas parce que la France... On revient aux questions. Parce que la France, il a dit un mensonge, que c'est en 98, parce que la France gagne la Coupe du Monde, qu'on veut les entraîneurs français. Non. En 92, quand il y a la Première Ligue, d'ailleurs, Wenger arrive à Arsenal 96. En 96. C'est en 96. C'est-à-dire qu'en 92, déjà, on avait déjà, c'est-à-dire des grands entraîneurs en Première Ligue. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il y avait, par exemple, ne serait-ce que les Ancelotti qui sont partis là-bas, vous avez vu les Italiens qui sont partis là-bas. Oui, c'est-à-dire que dès que la Première Ligue a commencé, et en 2012 encore, ça a continué. Je vais donc dire que sur... Wenger était un précurseur. Attendez, non, mais là, il dit des bêtises. Je vais te dire ceci. Il y avait l'Écossais. Il y avait l'Écossais qui était à Manchester United. Et quand vous essayez de voir les Alex Ferguson. Vous allez aussi voir les vous allez voir les Mancini, les Zola et tout, les 4 de la Première Ligue. Mais je te fais comprendre ceci. Ce que moi je vois, par exemple, concernant certains entraîneurs français, c'est quoi? C'est les gars qui disent qu'on reste en place, on reste en place. Or, avec Zinedine Zidane, c'est quoi? Il est passé à l'école de Ancelotti. C'est-à-dire, il était l'adjoint d'Ancelotti au Real. Et ça fait que le football de Zinedine Zidane, c'était des transitions très rapides. On va pas rentrer dans le détail bien de évidemment, football de Zidane. Dans le tempo. Aujourd'hui, quand vous regardez le football français, les gens sont là, derrière, les entraîneurs vous disent que non, ne vous découvrez pas, ne vous découvrez pas, ne vous découvrez pas. Ça ne peut pas être plaisant à l'extérieur. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir des gens comme les Perrin, dont on parlait, comme Laurent Blanc, qui pourtant avait été là et à une certaine période, il est revenu tout simplement au chômage. Vous ne voyez plus rien des entraîneurs français, ils ne sont plus vendables. Pourtant, Laurent Blanc il a son temps de parole, on va essayer de prendre le nôtre. Zidane qui n'a jamais été limogé, nous rappelle les Oui, il est toujours parti. Donc... Pas de relève en plus. C'est ça aussi qui est inquiétant. On voit pas, on a évoqué Will Steele, les entraîneurs les plus jeunes de ces championnats, ils sont, alors, Will Steele, il est belge, mais sinon on a beaucoup d'Italiens, d'Espagnols qui ont la cote. Il n'y a pas de relève. Il y a Patrick Vieira qui est entraîneur à Strasbourg cette saison. On va suivre ce qu'il fait. C'est pas sa première expérience en France. À Nice, ça s'était pas très bien passé. Mais bon, Julien Stéphan qui vient de revenir sur le banc du Stade Rennais. Il y a des jeunes entraîneurs qui essayent des choses. On nous dit aussi que le diplôme est très compliqué à avoir et que on lit dans l'équipe ce matin, le journal de l'équipe qui a fait 2 pages sur ce sujet, dit c'est impossible d'avoir le diplôme, le DEPF avant 40-45 ans en France. Oui, ça dépend. Il y a différentes filières. Par exemple, pour les anciens champions, ils ont entre guillemets quelques passes droits pour aller un peu plus vite, notamment. Didier Deschamps a entraîné vers, je sais pas, 34, 35, 36 ans. Monaco, rappelle-toi, en 2004. Oui, d'ailleurs, on peut entraîner sans diplôme. Le club paye une amende. C'était le cas d'ailleurs pour Will Steele l'année dernière. Non, je pense qu'il avait le diplôme. C'est toujours le cas, je crois, pour Roland Courbis, qui n'a jamais eu les diplômes. Si on revient d'abord sur le cas français, c'était bien aussi qu'il y avait un appel d'air dans ce championnat où avant c'était très conservateur, on ne va pas se mentir. Il y a beaucoup d'entraîneurs français, beaucoup d'entraîneurs qui revenaient, qui n'avaient pas fait leurs preuves, mais qu'on reprenait. On ne va pas citer de nom pour être charitable. Donc là, c'est bien. Il y a des nouveaux entraîneurs. On s'est ouvert un peu aux techniciens étrangers, c'est une bonne chose. Beaucoup même. Oui, mais on fera la synthèse. C'est la majorité. On fera la synthèse après. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Tous les championnats font cette expérience.
Deuxièmement, au niveau international... Les seuls qui font moins bien que nous, ce sont les Anglais, hein, qui ont vraiment, alors eux, des Ah oui, entraîneurs non, nulle non, c'est la... Sauf en Première Ligue, évidemment, mais... Ouais, non, c'est la... Ils en ont 5 en Première Ligue. Sinon, ouais, pour le marché des entraîneurs, c'est un marché qui est hyper concurrentiel, qui s'est ouvert à l'international. Je rappelle que même en Afrique, les positions françaises sont en recul aussi. Oui. Alors qu'avant, on ne va pas tous les citer, mais voilà, on a reculé. Maintenant, il y a des Belges, des Allemands... des Italiens, des Portugais qui coachent les sélections africaines. Mais tu vois, tu as aussi des Franco-Sénégalais, des Franco-Algériens, des Franco-Marocains. Donc l'école des entraîneurs français, elle continue d'être représentée et d'avoir des résultats. Donc on ne peut pas non plus... On a célébré les 50 ans de la formation à la française pour les joueurs. Je ne suis pas sûr qu'elle soit aussi efficace pour les entraîneurs. Maintenant, le profil des entraîneurs français, là je suis d'accord avec Rémi, quand on voit les clubs français, ça ne fait pas rêver. Alors, il n'y a pas que le championnat, il y a aussi les Coupes d'Europe. Au bout d'un moment, quand ça ne gagne pas, on n'est pas attiré. Ensuite, il y a un truc... On me l'a toujours dit depuis 20 ans que cette problématique existe. Les entraîneurs français ne sont pas très bons en langue étrangère. Zidane ne parle pas l'anglais, par exemple. Le français, il parle bien l'espagnol. Il parle bien l'espagnol, Zidane. En langue étrangère. Par rapport aux entraîneurs hollandais, alors là, je rejoins par contre Xavier, mais il y a aussi des modes. À un moment, il y avait les entraîneurs portugais, les entraîneurs hollandais, mais ces gens, ils sont formés, ils parlent très bien les langues étrangères, et surtout, ils viennent de pays où il y a des entités de jeu forts. Pourquoi il y a autant d'entraîneurs espagnols un peu partout actuellement? On ne va pas l'expliquer complètement parce qu'on ne va pas avoir le temps. Voilà. Mais on a compris l'essentiel. Je pense l'entraîneur français ne parle pas une autre langue que la sienne. On espère qu'il va très vite reparler le football universel de tout le monde. Et en attendant, on va passer au carton. Carton jaune. Un carton qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Et après donc ce carton orange aux entraîneurs français en voie de disparition, parlons de vos cartons à vous, les auditeurs. Radio Foot International, bonsoir. Bonsoir Olivier, Chérif, Rémi, Xavier et Frédéric. Ici c'est Hatman depuis la République du Bénin avec un carton de couleur jaune à l'adresse de la Fédération béninoise de football, de Gernot Rohr et des Guépards. Encore une fois, ils nous ont réservé de sales surprises avec une défaite d'entrée et un match nul pour cette campagne de qualification pour le mondial de 2026. À quand un réveil et un sursaut patriotique de la part des Guépards du Bénin? Je m'appelle Ndeye Astou Samboussen, je suis étudiante en 3e année de journalisme au CESTI. Aujourd'hui, je donne un carton vert à la CAF pour avoir permis, disons, aux sélectionneurs de convoquer jusqu'à 27 joueurs. Cette décision va permettre aux sélectionneurs, disons, d'avoir une plus grande marge de manœuvre. Bonjour Radio Foot, bonjour Annie. Moi, c'est Nassourdine Mohamed, Comorien vivant à l'île de la Réunion. Mon carton est vert, il est dédié à l'équipe nationale des Comores, les Salakantes, qui a gagné 2 matchs successifs dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Allez les Verts, on est ensemble. Bonjour, moi c'est Mamadou Kane, je suis journaliste sportif sénégalais. Je donne un carton rouge à la FIFA pour le nombre élevé de trêves internationales destinées aux équipes. Voilà, je pense qu'il est nécessaire de diminuer le nombre de matchs afin que les joueurs se blessent de moins en moins. Parce qu'on a vu l'hécatombe totale, surtout avec la blessure de Gavi avec l'Espagne. Salut à tous, chers téléspectateurs et auditeurs des Cafés du Sport. Salut à vous, chers chroniqueurs, c'est Adignan depuis Marrakech. Carton rouge contre la FIFA pour avoir laissé jouer les mêmes joueurs Yanis Issoufou dans la même compétition, en préliminaire avec le Niger et en phase finale avec la France. Salut, c'est Tidiane Sow, étudiant en licence 3 au CESTI. Bon, je mets un carton vert à Sadio Mané pour sa 5e sélection. Vraiment félicitations à lui. Depuis le début, il fait du bon travail et il doit couronner le tout ça avec une prochaine CAN, Inch'Allah. Félicitations à Sadio Mané. Salut à toute l'équipe de Radio Foot International. Moi, c'est Béchir Brahim depuis N'Djamena. Je donne un carton rouge comme mon t-shirt à l'instance actuelle qui gère le football tchadien. Comment imaginer qu'en 2023, les joueurs devraient restituer leur équipement après un match officiel? C'est vraiment honteux. C'est la honte pour le Tchad. Merci. Bonjour Radio Foot, bonjour à tout le monde. Moi c'est Souleymane Jules à Dakar au Sénégal. Moi je donne un carton vert aux académiciens du Sénégal. Donc de plus en plus on voit l'ascension des joueurs sénégalais sur le plan régional, continental, je dirais même international. Donc bravo à tout le monde. Donc voilà quoi. Et que les autres pays d'Africains aussi le fassent. Donc bravo à tout le monde. Je vous suis depuis la RDC, précisément Lubumbashi. Salut les amis, moi c'est Narcisse Paul. Et je profite pour donner un carton vert à l'équipe portugaise
pour leur qualification en Euro avec 30 points. Vraiment, c'est ultra. Big dédicace à vous, les amis. Sans oublier mon vieux Rémi Kono. Bye. Salut tout le monde, je suis sénégalais. Mon nom est Djong Mohamed, j'habite à Rufisque dans la commune de Sangalkam et je suis le fondateur de Top Info. Alors, carton vert à l'équipe nationale U17 du Sénégal. Les Lionceaux n'ont guère démérité. Ils ont fait un bon match face à la France. Il ne manquait que le but victorieux qui n'est finalement pas venu. Ils n'ont pas concrétisé leurs occasions. Je suis déçu, mais fier quand même. Car les garçons du coach Serigne Saliou Dia ont mouillé le maillot et nous ont fait rêver. Félicitations aux Bleus de la France. Merci à Madame Annie Gasnier et à mon cher aîné du CESTI, Yoro Mangara. Ciao. Merci. Alors voilà pour les cartons de nos auditeurs, de nos téléspectateurs, téléspectatrices et auditrices aussi. On l'a vu du côté de Dakar. Votre carton, Xavier? Jaune. Jaune qui aime bien, châtie bien. La Norvège, on avait envie de les voir à l'Euro, à la Coupe du Monde déjà, avec Erling Braut Haaland comme tête de pont, comme figure de proue. Et ils sont encore éliminés. Même pas barragistes. Même pas barragistes pour l'Euro. Vous avez 24 pays qualifiés. Vous en avez 12 qui sont impliqués dans les barrages. Vous avez l'Estonie, vous avez la Bosnie. Et même pas la Norvège, qui sera l'un des grands absents de cet Euro avec la Suède, elle également éliminée. Ça va pas très fort pour les équipes scandinaves. Et pour Erling Haaland et sa sélection. Shérif. Carton rouge à la Mannschaft, rien ne va plus avec cette équipe d'Allemagne qui est condamnée aux matchs amicaux à 7 mois de son Euro qu'elle organise à la maison. Donc défaite contre le Japon, défaite contre la Turquie à domicile, défaite contre l'Autriche, rien ne va plus. On a tout essayé. 6 défaites en 2023, ils n'avaient pas fait pire depuis 64. Oui, on a fait partir ce bon flic, on l'a remplacé par Nagelsmann. Il a tout essayé lui aussi, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Tous les joueurs sont là, ils ont tous été essayés à tous les postes. On a même mis un vrai neuf, Füllkrug. Rien ne marche. C'est inquiétant pour cette équipe d'Allemagne à 7 mois de son Euro. Frédéric Suto. Carton vert pour la chemise blanche d'Hervé Renard, sélectionneur de l'équipe de France de foot. Hervé Renard nous a reçus ce matin, Fédération française de foot, interrogé par Hugo Massonnier et Christophe Jousset. On le retrouvera, on l'entendra ce week-end sur RFI dans Mondial Sport, 16h10, temps universel. Le samedi et le dimanche, on n'oublie pas, on vient suivre. Ancien vainqueur de la CAN, Zambie, Côte d'Ivoire. Oui, et qui a rappelé Marie-Antoinette Katoto. Rémi, ça vous laisse 40-45 secondes, c'est royal. Nestori Irankunda, carton vert à lui, c'est une pépite australienne de 17 ans qui vient de signer au Bayern Munich et qui va rejoindre justement le club allemand en 2024, en juillet plus précisément. Mais son histoire est surtout intéressante dans la mesure où il a fui avec ses parents la guerre. Enfin, ce sont ses parents qui ont fui la guerre au Burundi. Ils sont allés dans un camp de réfugiés en Tanzanie. Et finalement, c'est là où il est né, dans un camp de réfugiés. Et maintenant, ils ont réussi à traverser pour aller en Australie, où d'ailleurs il est déjà convoqué en sélection. Comme quoi, comme dit le proverbe africain, un diamant du village prend de la valeur en ville. Merci Rémi. Carton rouge de Radio Foot, carton rouge à la Fédération Française de Football et pas la FIFA comme l'a évoqué un de nos auditeurs tout à l'heure. À la FFF pour avoir manqué bêtement de vigilance et fait jouer Yanis Issoufou lors du mondial des moins de 17 ans en cours, alors que le jeune homme avait déjà joué il y a 18 mois pour le compte du Niger, le tournoi UFOA B qualificatif pour la CAN et pour cette Coupe du Monde. C'est une infraction au règlement et comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. L'équipe de France devrait bien s'en sortir. La FIFA, a priori, ne va pas sanctionner. Mais c'est quand même lamentable de voir une aussi grande fédération faire de telles bourdes. Voilà, messieurs, c'est dit, c'est fait. On a réussi à faire tout le programme. Merci d'avoir été autour de moi. Merci pour nos auditeurs, nos téléspectateurs. Et on se retrouve très très vite, bien sûr, sur RFI et sur France 24.